Bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous entamons un voyage fascinant à travers l'histoire des plongeurs, une profession dont les racines plongent dans les origines même de la plongée sous-marine. Pour nous guider dans cette exploration, nous avons avec nous Héloïse. Héloïse, l'histoire des plongeurs est vraiment riche à partir d'intuitions étonnamment anciennes, n'est-ce pas? Absolument, Noah. C'est une histoire qui se perd dans les siècles. L'article nous rappelle que l'on pense que les premiers projets pour un équipement de plongeur pourraient remonter à Léonard de Vinci. Cependant, il a choisi de ne pas divulguer ses études, craignant, comme il l'écrit, pour les mauvaises natures des hommes qui les utiliseraient pour des assassinats au fond de la mer, en brisant les navires et en les coulant avec les hommes à l'intérieur. Une prémonition inquiétante mais compréhensible. Nous devons donc attendre longtemps avant que la figure du plongeur prenne une forme plus définie. Quels furent les passages cruciaux au XIXe siècle? Ce n'est qu'au cours de la première moitié du XIXe siècle que les choses ont commencé à changer. En 1829, Charles et John Deane de Whitstable en Angleterre ont conçu le premier casque de plongeur. Peu après, en 1837, Augustus Sibb a construit une véritable combinaison de plongée en version standard, que l'on peut considérer comme la première combinaison de plongée opérationnelle. Donc, d'une idée quasi mythologique, on passe à un équipement rudimentaire mais fonctionnel. Pouvez-vous décrire comment un plongeur était équipé à cette époque? Certainement. Le plongeur utilisait le scaphandre, un équipement complexe composé essentiellement d'un casque, d'une combinaison gonflable et de bottes lestées pour lui permettre de marcher sur le fond marin. L'air était fourni de la surface via un tube en caoutchouc connecté à une pompe. Une corde servait à la fois à descendre ou à hisser le plongeur à bord et à communiquer avec la surface par des secousses conventionnelles avant que la communication téléphonique câblée ne se répande. Un travail incroyablement risqué et fatigant qui nécessitait une résistance physique remarquable. L'article mentionne que des limitations précises ont été établies pour cette profession en 1885. Quelles étaient certaines de ces exigences? Ou plutôt, quelles étaient les conditions qui excluaient une personne de devenir plongeur? C'est un chapitre fascinant et je dirais surprenant, tiré des instructions militaires pour la Marine royale de 1885. Le document énumère en détail qui n'était pas apte. Parmi les curiosités pêchées dans le deuxième chapitre, les individus avec un cou court ou des veines du cou grosses et gonflées étaient exclus. Ceux qui souffraient de maux de tête fréquents ou qui étaient légèrement sourds ou avaient des problèmes d'oreille n'étaient pas non plus adaptés. Donc non seulement les maladies graves, mais aussi des caractéristiques physiques ou des troubles que nous pourrions considérer comme mineurs aujourd'hui étaient un obstacle. Y a-t-il d'autres exemples qui nous frappent? Absolument. Les personnes avec une poitrine mince, celles qui avaient eu des épisodes d'hémoptysie, les scrofuleux, les sujets aux hémorragies ou aux anévrismes et les convalescents étaient exclus. Même ceux qui avaient souffert de problèmes cardiaques, de rhumatisme chronique ou de convulsions n'étaient pas admis. Et, de manière plutôt directe, le document excluait également les hommes qui habituellement excédaient dans l'usage du vin ou des boissons spiritueuses. Une liste extrêmement spécifique qui montre à quel point la robustesse physique était considérée comme importante. Malgré ces limitations initiales, le courage et l'expérience de ces personnes ont conduit à une évolution de la profession. L'article nous raconte qu'en 1942, un registre des plongeurs est né pour la première fois en Italie. Qu'est-ce que cela a signifié pour la profession? La naissance du registre a été une étape importante pour une institutionnalisation. Avec le décret royal du 30 mars 1942, numéro 327, et défini ultérieurement par le décret du président de la République de 1952, la catégorie des plongeurs en service local, affectés au service portuaire, a obtenu une reconnaissance officielle et une réglementation. Cela a commencé à donner une structure plus solide à une profession qui reposait auparavant beaucoup sur l'expérience individuelle. Une institutionnalisation importante qui, cependant, a vu le terme de plongeur être progressivement remplacé. Quel a été le passage du plongeur au plongeur et ensuite à l'opérateur technique subaquatique, ou OTS? Au fil des ans, la figure du plongeur traditionnel avec son scaphandre lourd est devenue progressivement plus obsolète. En 1979, le ministère de la Marine marchande a commencé à modifier les règlements en remplaçant le mot plongeur par plongeur. Ensuite, avec un décret ministériel de 1982, le terme plongeur a été remplacé entièrement par opérateur technique subaquatique, ou OTS, exigeant spécifiquement un certificat de qualification professionnelle. Une évolution linguistique et professionnelle qui reflète les changements technologiques, mais le chemin réglementaire ne s'est pas arrêté. L'article souligne qu'il y a eu plusieurs intégrations et corrections, y compris de nature non législative. Quels ont été certains de ces mises à jour significatives et peut-être les défis qu'ils ont dû relever?
Il y a eu divers ajustements, comme en 2006, lorsqu'une décision du tribunal administratif régional du Latium a aboli la limite d'âge maximale de 35 ans pour le niveau OTS. En 2012, un document du ministère des Infrastructures et des Transports a étendu le droit d'inscription également aux citoyens extracommunautaires avec un permis de séjour régulier. Un défi intéressant a été posé par les travaux de récupération du Costa Concordia, où la capitainerie du port de Livourne a dû clarifier que la réglementation OTS s'appliquait aux travaux portuaires, tandis que l'épave du Concordia se trouvait en dehors du périmètre portuaire. Cela montre comment la réglementation peine souvent à suivre la réalité opérationnelle, en particulier dans des contextes complexes. L'article mentionne également comment de grandes entreprises, telles que Eni et Saipem, ont développé leurs propres normes. Comment ces normes se rattachent-elles aux normes internationales ? Exactement. Eni et Saipem, par exemple, ont défini 3 niveaux distincts pour les plongées, de 0 à 30 mètres, de 30 à 50 mètres et au-delà de 50 mètres, chacun avec des exigences spécifiques en matière d'équipement et de soutien. Ces directives reflètent et anticipent souvent les normes internationales. Le projet de loi numéro 2751 de 2014, présenté à la Chambre par l'honorable Deborah Bergamini, souligne l'importance d'aligner la formation sur les normes internationales d'associations telles que l'International Diving Schools Association, ou IDSA, et l'International Marine Contractors Association, ou IMCA, en plus des normes de sécurité du Health and Safety Executive, ou HSE, telles que les normes HSE du Royaume-Uni. Cela est fondamental pour la reconnaissance de la qualification du plongeur italien au niveau mondial. L'objectif est donc de rendre la formation italienne reconnue et compétitive à l'échelle mondiale. Et en Italie, comment cette formation professionnelle est-elle gérée, étant donné que l'article mentionne un rôle crucial des régions? En Italie, la formation professionnelle est gérée au niveau régional, ce qui permet de l'adapter aux besoins spécifiques du territoire et du marché du travail local. Cependant, il existe des lignes directrices et des normes nationales pour garantir une certaine homogénéité. L'article cite en exemple la région sicilienne, qui avec sa loi régionale de 2016 et le décret d'application de 2019, a établi des règles précises pour les cours de formation, tant pour le secteur inshore qu'offshore, un modèle d'excellence dans ce secteur. Une évolution fascinante qui nous mène de Léonard de Vinci aux réglementations régionales modernes. Héloïse, je vous remercie beaucoup de nous avoir guidés à travers cette histoire complexe mais éclairante des plongeurs des origines à nos jours. Il sera intéressant d'approfondir le modèle de la région sicilienne dans un prochain rendez-vous. Merci encore. Merci à toi, Noé.